Sur l'actualité politique, on l'a vu, Michel Barnier qui a donc commencé sa tournée des journées parlementaires. Il était hier aux journées parlementaires des groupes Renaissance, Ensemble pour la République, c'est le nouveau nom. D'abord, est-ce que Michel Barnier, c'est le bon choix pour Matignon? En tout cas, c'est peut-être le choix le plus apaisant. Le plus apaisant pour l'échiquier éruptif de l'Assemblée nationale, le plus apaisant peut-être aussi, c'est ce qu'il a cru, pour le président de la République. À mon avis, s'il n'a pas voulu de M. Cazeneuve et de M. Bertrand, c'est qu'il avait face à lui deux personnalités très fortes qui auraient vraiment fait respecter à fond les articles 20 et 21 de la Constitution, à savoir que c'est le Premier ministre qui dirige. Mais je pense que Michel Barnier sera un Premier ministre qui dirige le gouvernement. Après, le principal atout de Michel Barnier, c'est quand même son expérience tout à fait incontestable et incomparable, parce que c'est le seul à avoir d'un côté son pédigré d'élu local, son pédigré de parlementaire, député, sénateur, et puis cette expérience européenne, commissaire européen, qui effectivement peut être utile. Mais c'est une rupture ou une continuité avec la Macronie pour vous, Michel Barnier? Moi, j'espère très sincèrement que ce sera une rupture. Et si vous voulez parler de la composition du gouvernement, en sport, on a une expression qui dit on ne change pas une équipe qui gagne. On renouvelle une équipe qui a perdu. Donc je fais partie de ceux qui pensent que le message de Michel Barnier serait totalement terni s'il renouvelait sa confiance à certains ministres. Je pense qu'il faudrait qu'il n'y en ait aucun d'anciens ministres dans son nouveau gouvernement. Peut-être va-t-il être tenté d'en replacer un ou deux, mais à mon avis... Pour vous, c'est pas une bonne idée? Aucun ministre du gouvernement Attal dans le gouvernement Barnier? Oui, oui. Même Gérald Darmanin, qui n'a pas failli dans nombre de ses missions, mais je pense qu'il faut renouveler, vraiment. Est-ce qu'il peut y avoir des personnalités telles que Xavier Bertrand? Est-ce que vous souhaitez qu'il rentre au gouvernement? J'aurais préféré qu'il soit Premier ministre, mais Xavier Bertrand peut être, sur certains domaines, un homme de qualité, oui. Il l'a prouvé quand il a été au ministère du Travail. Il peut, sur les collectivités, par exemple, avoir des choses à dire et à faire, surtout. À l'économie, pourquoi pas, puisque en tant que président de région, il a une expérience du monde économique qui est irréfutable. Oui, pourquoi pas. Il aurait pu éviter la censure pour vous s'il avait été nommé à Matignon, malgré les déclarations de Marine Le Pen? Oui. Comment? Pour une raison très simple, c'est qu'avant que l'Assemblée se réunisse, il y a le temps médiatique, le temps des déclarations. Et si un Premier ministre qui s'appelle Xavier Bertrand ou un autre annonce des mesures très fermes en matière de pénale, par exemple, en matière d'immigration, je vois mal Madame Le Pen et son armada de députés censurer à l'avance quelqu'un qui va proposer des choses qu'il prône depuis longtemps. À l'inverse, Xavier Bertrand aurait su, dans le domaine de la justice sociale, dans le domaine de la valorisation du travail, faire des annonces qui auraient pu amoindrir la volonté de guillotiner du côté du NFP. Donc je pense qu'il aurait pu tout à fait, en tout cas momentanément, ne pas être censuré, oui. Mais bon, il n'est pas Premier ministre. Sur Michel Barnier, qui lui est Premier ministre, on l'a entendu, on l'a vu dans le journal, il est à la rencontre des groupes parlementaires du bloc central. On l'a entendu dans le sujet. Est-ce que pour vous, l'immigration va être un sujet de discorde au sein de ce bloc central? C'est possible. J'ai vu le petit sujet que vous nous avez proposé en introduction. Le bloc central, qui lui-même est divisé. Parce qu'on a quand même tendance à oublier qu'il y a l'aile droite du bloc central, Horizon, l'aile gauche, le Modem, et puis le centre du centre, entre guillemets, avec ensemble. Oui, ils le disent clairement, il y a des sujets sur lesquels ils ne veulent pas qu'on vienne. L'AME, alors qu'il y avait eu des engagements, l'aide médicale d'État, il y avait eu des engagements de Mme Borne, puis de M. Attal, qui n'ont pas été tenus. Donc ça peut être effectivement... Pour la réformer. Vous vous dites qu'il faut absolument la réformer. Oui, bien sûr. Bien sûr qu'il faut la réformer. Ça ne veut pas dire qu'il faut ne plus apporter aucune aide à des immigrés qui arrivent sur notre territoire et qui sont malades. Mais effectivement, il y a plus d'1 milliard qui n'était pas forcément utilisé de façon optimale et qui pouvait faire venir, entre guillemets. Est-ce qu'il faut un ministère de l'immigration? Non.
Moi, je pense que c'est créer une polémique inutile. Et si on veut créer... D'abord, ça dépend du ministère de l'Intérieur. Peut-être qu'au sein du ministère de l'Intérieur, on peut dédier un secrétaire d'État à ces problématiques, mais moi, j'aurais préféré parler de secrétaire d'État à l'intégration. Et souvenez-vous, la fameuse loi, c'était une loi asile, immigration, intégration. Ce dernier mot, il a été oublié dans la loi pour vous? Oui. Vous souhaitez qu'il revienne? Oui. Il y a un autre sujet qui va être sur la table des parlementaires, ce sera même le premier sujet sur la table des parlementaires, c'est la question du budget. Est-ce que pour vous, il est possible de trouver un accord entre les macronistes et le groupe LR sur cette question? Entre les macronistes et le groupe LR, je pense, même si effectivement Monsieur Cazenave que j'ai vu et Monsieur le maire effectivement a été soutenu par leur groupe, mais qu'aujourd'hui je pense qu'il faut changer un petit peu de braquet. Par contre, ça ne suffira pas. Si on additionne les LR et les macronistes, il faut quelques sociodémocrates ou socialistes, et là ce sera un petit peu plus compliqué. Donc il y aura forcément un 49-3 pour vous? Ah, c'est un risque. C'est un risque, bien sûr. Qu'est-ce qu'il doit contenir, ce budget? Eh bien, il doit contenir moins de dépenses, forcément. Et alors, des hausses d'impôts, là, je n'y suis pas forcément favorable. Y compris pour les plus riches? Écoutez, taxer des super-énergéticiens, comme ça avait été fait d'ailleurs, là où il y a eu des super-profits, oui. Après, vouloir rétablir ou alors changer les tranches, est-ce que c'est efficace? Marginalement. Ça peut rapporter peut-être 1 milliard. Alors 1 milliard, c'est énorme. Mais quand on a un déficit de 170 milliards, on se moque du monde. Et je ne suis pas persuadé que la hausse d'impôt soit la solution. Sinon, si la hausse d'impôt était une solution, la France serait un paradis puisqu'on est le pays le plus fiscalisé d'Europe. Vous êtes rapporteur du budget de l'éducation. Oui. Vous suivez évidemment particulièrement ces questions. Hier, 3 syndicats ont appelé à une grève des profs. Alors, quelles sont leurs revendications? On va voir ça avec Audrey Vuettaz. Bonjour Audrey. Bonjour monsieur le sénateur. Bonjour. Audrey, 3 syndicats enseignants appelés hier à la grève en primaire et en maternelle, une semaine seulement après la rentrée scolaire. Pourquoi cette grève? Principal grief de ces syndicats, la mise en place d'évaluations nationales à l'école primaire. D'ailleurs, la date choisie, hier on était le 10, ce n'est pas dû au hasard, c'est la date de début de ces fameuses évaluations. Alors de quoi parle-t-on? Souvenez-vous, en décembre dernier, alors là il faut se souvenir un petit peu loin parce que Gabriel Attal était ministre de l'Éducation et il proposait une réforme qu'il a appelée choc des savoirs. À l'intérieur, on trouve les groupes de niveau en français et en mathématiques, le redoublement décidé cette fois-ci par les enseignants en primaire et ces fameuses évaluations, Oriane. On les connaissait déjà, ce n'est pas une nouveauté, mais cette fois-ci, elles deviennent obligatoires tous les ans du CP au CM2. On en a aussi des obligatoires en 6e et en 4e. L'objectif, c'est de permettre aux enseignants de connaître tout de suite le niveau des élèves, de repérer les éventuelles faiblesses et de mieux les accompagner. Donc je vous le disais, ça a été annoncé par Gabriel Attal, publié au journal officiel en mars dernier et implémenté dès cette rentrée par Nicole Belloubet, la ministre démissionnaire de l'Éducation. Mais même si la réforme poursuit son chemin, plusieurs syndicats n'en veulent toujours pas. Écoutez cette enseignante rencontrée dans une manifestation hier. C'est un outil à la fois de tri social et aussi un outil de contrôle des personnels dont je fais partie. Voilà, on est contre ces évaluations parce qu'elles ne reflètent pas forcément le niveau des élèves, elles les mettent dans des situations de stress. On est des professionnels de l'évaluation, on sait évaluer nos élèves, on n'a pas besoin de ces évaluations-là. Moi, je travaille avec les élèves en difficulté et ces évaluations, au lieu de nous donner des pistes sur comment aider nos élèves, elles les mettent plus en difficulté qu'autre chose, elles les étiquettent et voilà, on refuse tout ça. D'autres évoquent des évaluations uniformisées alors que les élèves progressent et se développent d'une manière qui n'est pas linéaire. Ils craignent aussi une concurrence entre les écoles et une mise sous tutelle des enseignants. En fonction des résultats, ces enseignants devront suivre des formations et ils ont peur de perdre leur liberté pédagogique.
Ce qu'il propose, c'est de faire des évaluations, certes, mais qu'elles viennent, plutôt qu'elles viennent d'en haut, c'est de les faire par les enseignants eux-mêmes, car ils connaissent leurs élèves. Quoi qu'il en soit, il y a eu cette grève, mais certains enseignants préviennent, ils continueront à se mobiliser en ne faisant pas passer les évaluations ou en ne faisant pas remonter les résultats à l'inspection académique. Alors ma première question, Monsieur Pacaud, quel est votre avis sur ces évaluations qui deviennent obligatoires tous les ans? Alors, tous les ans et sur tous les niveaux. Effectivement, elle me semble superfétatoire. Parce que je suis d'accord sur une chose de ce qu'a dit la dame syndiquée, c'est qu'effectivement, les enseignants n'ont pas forcément besoin de ces évaluations pour pouvoir se rendre compte du niveau de leurs élèves. Après, faire grève une semaine après la rentrée, moi je préfère les professeurs devant leurs élèves. Et là, c'est une grève qui est, on l'a entendu, très idéologique, très politique. Et honnêtement, je ne sais pas si elle a été si bien suivie que ça, d'ailleurs. Ça, honnêtement, je ne sais pas. Mais bon, sur le fondement, effectivement, ces évaluations ne me semblent pas forcément très utiles. Mais la grève était vraiment inutile. Est-ce que vous avez l'impression que ces enseignants posent les jalons en attendant peut-être leur futur Ils font de la politique. Ils font de la politique. Il faut dire les choses clairement aussi. Hein. Ça, c'est tous les enseignants, c'est plus la caricature, ils sont plus tous de gauche comme jadis. Beaucoup l'étaient. Mais on a toujours, effectivement, un noyau syndical qui fait de la politique politicienne. Voilà. Et ces évaluations, bon, effectivement, elles sont malvenues. Maintenant, j'ai regardé, moi, le livret des évaluations de la classe de CM2. Alors, effectivement, ça prend du temps, hein, parce que le livret, il est épais. Et pour les enseignants, ils ont une semaine, hein, enfin un peu plus, mais pour le faire. Ça leur prend du temps et ça peut perturber leur fonctionnement, hein, quand ils ont fait des préparations précises. Néanmoins, peut-être que mes propos choqueront, mais je peux vous dire que au niveau CM2, hein, l'évaluation de CM2, un bon élève de CE2 à 100%. Voilà pour votre avis sur, sur ces évaluations. Ah ben, c'est très clair. Et alors il y a le stress évoqué par cette dame... Dès la rentrée quand même, un examen dès la rentrée, enfin une évaluation dès la rentrée. Oui. Non, ça ne se passe pas comme ça. Vous avez des enseignants qui savent mettre effectivement à l'aise leurs élèves. Non, stress, écoutez, là franchement c'est ridicule. Alors on a eu votre avis sur les évaluations. Il y a aussi les groupes de niveau en français et en mathématiques. Ça s'appelle les groupes de besoins maintenant. Écoutez, on ne l'a pas essayé depuis très 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 longtemps. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le niveau de nos élèves est quand même problématique. Dans beaucoup de cas, les classements PISA le démontrent malheureusement. Donc il faut faire quelque chose. Est-ce que c'est la bonne solution? Je ne le sais pas. Mais refuser a priori une expérimentation, parce que c'est une expérimentation, ça ne me semble pas non plus une bonne position. Et puis peut-être une interrogation. Dans son discours d'adieu, Gabriel Attal a demandé à Michel Barnier de faire en sorte que l'école reste une priorité nationale. Oui. Pourtant, cette rentrée, on le voit, il n'y a pas un enseignant devant chaque classe, vous l'avez dit. Est-ce que vous avez l'impression que ça va être suivi des faits, finalement, cette demande? Je l'espère sincèrement, parce que, pour reprendre l'expression de Gabriel Attal, là, l'école, c'est la mère des batailles. Il y a eu de gros efforts de fait en matière budgétaire, mais on est encore loin du compte. L'attractivité du métier, s'il n'y a pas assez de professeurs, c'est qu'il y a de moins en moins de gens qui veulent s'engager dans cette très belle mission que de transmettre le savoir. J'espère sincèrement que Michel Barnier poursuivra. Il ne faut pas forcément augmenter le budget, il y a des choses à faire, il faut redispatcher. En matière d'éducation prioritaire, il faut revoir la carte, il y a énormément de choses à faire. Et j'attends beaucoup du nouveau, de la nouvelle ministre de l'Éducation nationale. Un mot juste, puisque ça a évidemment fait l'actualité et choqué beaucoup de gens, les images de cette enseignante qui a frappé cette petite fille de 3 ans dans une école maternelle parisienne. Comment avez-vous réagi à la vue de ces images ? Ça fait froid dans le dos, ça fait mal au cœur d'entendre cette petite hurler, pleurer. Maintenant, je ne veux pas immédiatement jeter la pierre à l'enseignante parce qu'on a des images, voilà, pendant quasiment 1 minute. On ne sait pas ce qui s'est passé avant, et j'attends l'enquête. Voilà. Une enquête a été ouverte. Oui, tout à fait. Merci Audrey, à tout à l'heure. Oui, on parlera des défis de Michel Barnier pour séduire le bloc central. Ce sera à suivre dans le club. On regarde l'actualité dans l'Oise maintenant. Olivier Pacaud. On retrouve donc Jean-Marc Chevaucher, rédacteur en chef adjoint au Courrier Picard. Bonjour Jean-Marc, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Jean-Marc. On va parler de l'Oise, terre agricole, mais il y a une mauvaise récolte cette année.
Mais oui, Oriane, bonjour monsieur le sénateur. Effectivement, un peu partout en France, mais particulièrement sur le bassin parisien, sur l'Oise et sur le sud du bassin parisien, la récolte de blé est bien plus mauvaise que d'ordinaire, hein, puisque l'Oise est un grand département agricole. La moyenne à peu près sur le blé cette année, c'est de 63 ou 64 quintaux à l'hectare, ce qui est un rendement vraiment faible, qui représente une petite quinzaine de pourcents de moins qu'en 2023. Donc la question c'est qu'est-ce qu'on fait? Parce que certes on peut continuer à aider les agriculteurs qui en ont besoin, mais bon, vous savez qu'on a un système d'aide qui n'est pas toujours égalitaire, hein, qui vient d'Europe, ou en tout cas qui n'aide pas toujours forcément ceux qui en ont le plus besoin. Donc, qu'est-ce qu'on peut changer là-dessus? Et est-ce qu'il faudrait intervenir auprès de nos partenaires européens pour changer les aides agricoles, pour venir en aide à ceux qui souffrent le plus des conditions climatiques de cette année? Je rappelle que c'est le printemps pluvieux et puis le manque d'ensoleillement qui sont la cause de cette mauvaise récolte. Monsieur le sénateur, je vous écoute. Alors, cher Jean-Marc, effectivement, l'Oise est un département où l'agriculture a une place importante et il faut soutenir nos agriculteurs. Nous avons besoin de nos agriculteurs qui non seulement nous nourrissent, mais qui aménagent aussi notre territoire. Pour moi, l'agriculture a toujours été un élément clé de notre vie territoriale. Et c'est pas par hasard que le numéro 3 de ma liste, qui est mon suppléant au Sénat et qui n'a pas été élu à 38 voix seulement, c'est un agriculteur, Pascal Verbeek. Et donc, je suis connecté quasi quotidiennement au monde agricole. Alors, vous avez parlé, Jean-Marc, de la mauvaise récolte en France, mauvaise récolte en Europe. En Europe, hein, au niveau du blé. Alors qu'aux États-Unis et au Canada, c'était bien meilleur. Alors, que faut-il faire? Eh bien, il faut faire des aides ponctuelles en matière de trésorerie. Certains agriculteurs, mais pas tous, se sont assurés et ils bénéficieront de soutien via leurs assurances. Ce n'est pas le cas de tous et il faut ponctuellement que l'État, et il a prévu de le faire, leur apporte des aides pour passer le cap. Après, faire une réforme globale à ce niveau-là, c'est plus compliqué parce que l'agriculture, elle est cyclique, entre guillemets, elle dépend de la météo. Il y a eu 2 années précédentes, hein, au niveau du blé, des céréales qui étaient bien meilleures. Et certains agriculteurs en ont profité pour mettre un petit peu de sous de côté. Donc là, il faut faire de l'aide au cas par cas. Et il y a actuellement, dans mon département, des rencontres entre les agriculteurs, le monde syndical, la préfecture. Et on n'a pas besoin de passer par l'Europe à ce niveau-là. Voilà, il faut de l'aide ponctuelle en trésorerie. Même si, monsieur le sénateur, l'agriculture souffre aussi, et le blé en particulier, de la guerre en Ukraine, oui, avec des exportations ukrainiennes qui prennent clairement des marchés à la France, et des exportations russes également, qui sont en train d'envahir le marché africain, qui était le marché privilégié de l'agriculture française. C'est tout à fait vrai. Hein. Jadis, on parlait du pétrole vert pour nos exportations agricoles. Aujourd'hui, pour des raisons géostratégiques, on a des fois fait des choix vis-à-vis de l'Ukraine, effectivement, qui peuvent pénaliser nos agriculteurs. Ça, c'est à revoir aussi. Mais c'est une autre problématique que celle de la météo qui a effectivement dégradé les comptes des céréaliers. Pour les éleveurs, ça se passe un petit peu mieux cette année, tant mieux. Merci Jean-Marc Chevauché. On regarde la une du Courrier Picard. C'est la santé à la une du Courrier Picard. 136 livres, 1 place de jour et 100 emplois. L'ARS a donné son feu vert pour une nouvelle clinique de réadaptation à Amiens. C'est à la une du Courrier Picard aujourd'hui. Merci beaucoup Jean-Marc Chevauché d'avoir été avec nous. Olivier Paccaud, vous êtes le vice-président du groupe d'amitié France-États-Unis ici. L'événement de cette nuit, c'était ce premier débat entre Donald Trump et Kamala Harris. Vous l'avez regardé avec attention. Qu'est-ce que vous avez pensé de la tonalité de ces échanges? J'ai trouvé que la politique française pouvait sortir grandie parce que ça ne volait pas forcément très haut. Beaucoup d'attaques de part et d'autre. Kamala Harris a été très offensive. Et alors Donald Trump a été fidèle à lui-même, donc il a rendu
coup pour coup. Après, sur le fond, effectivement, c'était pas forcément très riche en matière de propositions de part et d'autre. Après, les deux débatteurs suivaient les questions que leur proposaient les journalistes et moi j'ai été surpris que certains... Ils ne pouvaient pas s'interpeller. Oui. Les micros étaient coupés. Exactement. À la volonté de Donald Trump. De Donald Trump, qui a pu éviter ainsi un dérapage. Moi j'ai été surpris que certains thèmes ne soient pas abordés. Celui des armes, par exemple. Parce qu'on en parle beaucoup en France, mais aux États-Unis, en fait, contrairement à ce qu'on peut penser, ça fait consensus, le fait que les Américains gardent des armes chez eux. Et même Kamala Harris. Et ça a été un point très intéressant. Il y a eu une phrase là-dessus. Même Kamala Harris, qui, au début, voulait effectivement remettre en cause certaines choses au sujet de la possession d'armes, elle est revenue en arrière et elle a pris un vice-président, Tim Walz, qui, lui, est plutôt pro-armes. Est-ce que pour vous, il y a un des deux qui est sorti vainqueur de ce débat ? Pour moi, non. Je pense que les deux avaient à perdre, et surtout Kamala Harris, parce qu'elle a refait le retard de Joe Biden. Joe Biden, Sleepy Joe, effectivement, allait vers une catastrophe électorale. Kamala Harris, avec son sourire, sa jeunesse, effectivement, a rebattu les cartes. Et aujourd'hui, ils sont au coude à coude. Elles sont même un tout petit peu en avance. Il y aura 7 États, les swing states, qui vont effectivement faire la différence. Donc, elle avait à perdre. Elle n'a pas perdu, à mon avis, mais elle n'a pas gagné. Il n'y a pas de chaos, si vous voulez. J'ai donc vu aussi les sondages après émission qui disent qu'elle aurait légèrement gagné. J'en suis pas tant sûr que ça. Honnêtement, je pensais qu'elle serait meilleure. Moi, naïvement, comme beaucoup de Français, je la voyais un peu comme la Obama féminine. C'est pas le même niveau. Pas le même niveau. Voilà, donc il reste 2 mois. Elle peut battre Donald Trump. Oui, elle peut battre Donald Trump, mais Donald Trump peut gagner aussi. Et surtout, ce qui est très différent de la politique française, c'est que le débat entre les deux finalistes en France, il a lieu 3 jours avant le 2e tour. Bon, ben là, il y a 2 mois encore, enfin, il y a 9 semaines, et il peut tout se passer. Donc, soyons très prudents. Moi, je pense que c'est un match nul. Et je pense que sur certains sujets, notamment en politique étrangère, j'ai trouvé que Donald Trump, grâce à son expérience, avait été plus solide. Par exemple, sur la problématique israélienne, c'est le seul qui a évoqué le rôle trouble de l'Iran, le financement de l'Iran au Hezbollah et au Hamas, alors que Kamala Harris a complètement évacué ou ne connaissait pas ce sujet-là. Ça m'a surpris. Quelles conséquences vous voyez justement sur la politique étrangère à cette élection américaine, notamment sur la guerre en Ukraine, sur la guerre entre Israël et le Hamas? Quelles conséquences y aura-t-il pour vous? C'est difficile à dire parce que y a un événement dont on ne parle pas du tout ici, mais qui a profondément marqué les Américains, c'est le retrait loupé d'Afghanistan. Ça les a traumatisés. Et ils ne veulent pas refaire les mêmes erreurs. Ils savent qu'ils sont les gendarmes du monde. Alors, on les critique pour ça, mais on est bien content quand ils viennent effectivement rétablir la paix là où ça va mal. Ils savent qu'ils sont les gendarmes du monde, ils savent que ça leur coûte très cher. Ils savent que c'est pas forcément populaire dans leur, chez les Américains, parce que ça peut aussi coûter des hommes, des vies humaines. Et donc, je ne les vois pas retourner vers un isolationnisme. Mais je pense qu'ils veulent, en tout cas Donald Trump, lui, il veut rebomber le torse, avoir une attitude peut-être plus présente sur la scène internationale. Est-ce qu'il y aura des conséquences sur la France, sur l'Union européenne de cette présidentielle ? Oui, certainement. Si c'est Donald Trump qui l'emporte, parce qu'il a été très clair dans la première partie de l'émission, au niveau de la politique économique, rétablissement de droits de douane, alors visant avant tout la Chine, mais il aura une politique très protectionniste, pour financer en partie le reste de sa politique. Et donc, évidemment, l'Europe sera concernée, et la France... Ce sera un coup dur économique, du coup, pour l'Union européenne ? Ça ne facilitera pas les choses, c'est une évidence. Merci, on suivra évidemment cette élection américaine. On aura, j'espère, l'occasion d'en reparler avec vous. Ce sera le 5 novembre. Merci beaucoup. Merci Olivier Pacot d'être venu ce matin.